de la lutte des Chibénis et de la SNCF. Alors en fait, on va expliquer un petit peu en résumé comment ça s'est passé. Alors ces Chibénis-là, en fait, travaillaient à la SNCF, ils savaient qu'ils avaient un statut qui était différent de celui de leurs collègues cheminots français. Contrairement à ce qui était marqué dans leur contrat, où il était noté qu'ils devaient avoir l'égalité des droits et des salaires sur le contrat, ce qui n'a pas été respecté. Mais quand ils sont venus travailler avec leurs collègues, il était dit qu'ils partaient à 60 ans. Que leurs collègues partaient à 55 ans, mais que eux, c'était leur contrat qui partirait à 60 ans. C'est pour ça qu'en fait, dans les années 2004, il y avait beaucoup de ces Chibénis qui commençaient à atteindre cet âge de 60 ans. Ils ont fait des simulations pour savoir ce qu'ils allaient toucher sur leur retraite. Et quand ils sont partis à la caisse à la sécurité, la caisse des retraites classiques, quoi, pas celle des cheminots. Et donc ils se sont aperçus qu'en fin de compte, ils allaient partir avec 300 € de retraite. Et c'est là qu'ils ont pris vraiment compte de leur situation, parce que qu'on leur dise qu'ils n'auraient pas les mêmes droits, mais qu'ils partaient un petit peu, enfin pas à 65 ans, mais à 60 ans, donc c'était... ils se sont dit qu'ils allaient perdre un peu, mais qu'ils allaient s'y retrouver à leur retraite. Là, ils ont été déçus. Donc, ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés à plusieurs niveaux. D'ailleurs, pour avoir déjà une carte de circulation, ce qui semblait logique pour un cheminot français d'avoir une carte de circulation dans les trains. Eux, ils ont dû se battre pour l'avoir. Et ils l'ont eu non seulement pour eux, parce qu'on les estime contractuels sur une annexe donc, qui a été faite pour les cheminots marocains. C'est une annexe A1 qui comprend juste les cheminots marocains. Mais dans leur lutte c'était un exemple, hein, pour la circulation, ils ont réussi à avoir la carte de circulation pour tous les contractuels. Et beaucoup de ces contractuels sont des hauts cadres de la SNCF. Donc en fait, ils se sont battus pour tous. Pour en revenir à leur retraite, quand ils se sont aperçus qu'ils allaient partir avec des retraites minables, eh bien ils sont partis au siège. Parce que c'est des gens qui ont été syndiqués longtemps, ils ont mené beaucoup de luttes avec les syndicats, et ils ont cette culture de la mobilisation et aussi de défendre leurs droits. Ils sont partis au siège de l'entreprise, ça s'est pas su, médiatiquement on n'en a pas parlé, mais ils sont rentrés au siège de la SNCF, ils ont fermé les portes derrière eux, et ils ont dit à la direction de la SNCF, maintenant personne ne sort avant qu'on trouve une issue à ça, quoi. Alors la SNCF, dans la panique, a amené des syndicats, c'est plutôt des syndicats locaux qui ne maîtrisaient pas vraiment ces histoires, parce que eux-mêmes, ils n'ont jamais défendu leurs droits. Vraiment, ils ne sont pas penchés, parce que pour eux, c'était pas des gens qui étaient au statut, et donc ils ne s'impliquaient pas dans la défense de leurs droits. Alors ils ont fait quelques accords qui leur permettaient de partir par exemple à 55 ans avec 75% de la retraite envisageable plus tard, mais qui étaient de toute manière minables parce que toute leur vie ils ont été payés au lance-pierre. Alors la retraite elle s'est calculée sur ce qu'ils étaient payés avant, quoi. Et même avec ça, ils ne trouvaient pas leur compte. À partir de ce moment-là, ils ont lancé des actions au prud'homme. Et c'est là que les syndicats, en fait, ils sont revenus derrière, ils se sont dit, bon, bah écoutez, nous, on a été jusqu'à essayer de trouver un terrain d'entente quant à votre départ à la retraite. Mais aujourd'hui, si vous trouvez que ces accords sont pas suffisants, nous, on peut pas vous soutenir au-delà de ça. C'est pour ça qu'à partir de 2005, il n'y a plus de soutien syndical. Le peu de soutien syndical qu'il y avait, c'était Sud. Mais à partir de là, eux-mêmes le reconnaissent que derrière, ils ont laissé les Chibénis lutter d'eux-mêmes. Et on en est arrivé à partir de 2005, ils les ont fait traîner jusqu'à là, 2015, là, le mois de mars, durant la semaine du 23 au 27, où ils sont tous passés en départage, parce qu'à chaque fois, durant ces 10 ans, c'était renvoi sur renvoi.
les gens se déplaçaient de partout en France, venaient des fois pour 5 minutes, et puis on leur disait oui, l'audience est renvoyée. Comment ça se passe? Bon, ils partent chez eux. Après, ils reviennent à l'audience se passe. Vous allez avoir un délibéré. Le délibéré arrive, renvoi en départage, ils ne comprennent pas. Renvoi en départage, comment ça on venait quand même au prud'homme pour avoir une réponse. Et ben, ce fameux départage, ils ont tous pris. Donc il y avait 800, à un moment il y avait plus de dossiers, il y avait 916 dossiers. Bon, après les gens se sont découragés un petit peu pour certains. Et se sont retrouvés à 840 dossiers devant le prud'homme en départage durant toute la semaine. Alors ça venait de partout. Il y a des gens qui n'ont jamais évolué dans leur carrière, qui sont rentrés en qualif A au plus bas et qui finissent à la retraite au plus bas. Donc là-dessus, qu'est-ce que nous renvoie la SNCF? Elle nous dit, bon, l'argument premier des avocats de la SNCF, c'est de dire qu'il y a prescription. Que maintenant, ils auraient dû se manifester avant et qu'il y a prescription, quoi. Donc voilà, et puis qui s'estiment heureux parce que dans toute l'histoire, ils ont quand même eu du boulot. Bon, c'est un peu cynique. Et ces Chibani, en fait, ils vont avoir leur délibéré le 21 septembre. Le 21 septembre, il va y avoir le délibéré. J'espère que vous allez être présents. Ça va être le 21 septembre, on va faire une mobilisation à 13 h devant le tribunal des prud'hommes, le conseil des prud'hommes. Mais tout ça, c'est pas du hasard, parce que dans cette histoire, le ministre des Transports, c'est quand même lui qui chapeaute un peu la SNCF, il aurait dû s'exprimer. Le président de la SNCF n'a pas dit un mot. Dans la presse, je sais pas, même les journalistes n'ont pas eu où ils répondaient pas, mais aller lui demander comment ça se passe, quoi. C'est une entreprise publique, et le président d'une entreprise publique, il doit s'exprimer à un moment ou à un autre. Mais tout ça, c'est un peu... C'est fait, c'est structuré. Parce que ça déteint aussi sur les jeunes d'origine immigrée qui rentrent à la SNCF, qui sont rentrés à la SNCF, et ben on retrouve les mêmes discriminations, on retrouve ce fameux plafond de verre, très peu maîtrisé cadre. Quand je dis très peu, c'est vraiment du saupoudrage, quoi. C'est à l'exécution. Et quand ils sont victimes d'actes racistes ou discriminatoires, et ben l'entreprise ne veut rien comprendre déjà. Quand ça arrive quand les gens écrivent à leur hiérarchie en montant au plus haut, ils essayent de faire bouger les syndicats en saisissant les CHSCT. Les syndicats n'utilisent pas cet outil parce que c'est le seul aussi qui peut. C'est le seul outil qui, vraiment, pour la lutte pour la défense des salariés, c'est le CHSCT. Et donc, en fin de compte, ils ont les mêmes visages en face d'eux. Et comme ils ont traité les Chibani, ils traitent leurs enfants, noirs ou arabes, voilà. Et dans cette manière de gérer ces problèmes de discrimination et de racisme dans l'entreprise, on en parle très peu. On en parle très peu parce que c'est pas un sujet qui est... On parle des racismes un peu partout, on parle à l'accès au travail, on en parle au logement, on en parle... j'en oublie, désolé, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs aspects, mais le racisme et les discriminations dans le travail, on n'en parle pas parce que aussi les syndicats ne prennent pas le sujet à bras-le-corps aussi. Quand on les interpelle, ils disent oui, mais vous savez, les discriminations, tout ça, on ne sait pas trop gérer. On leur dit mais attendez, c'est les mêmes lois que pour les discriminations syndicales. Vous prenez les mêmes choses et vous mettez par rapport à l'origine, ou par rapport, beaucoup à l'origine, par rapport aux sexes, par rapport à l'âge aussi. Et on peut servir de cet outil pour tout. Mais bon, peut-être parce qu'ils ne sont pas touchés directement, parce que même au niveau syndical, quand on voit les gens qui sont placés dans les syndicats, on fait la photo de famille, eux-mêmes déjà, faudrait qu'ils intègrent le fait que les militants aussi peuvent être arabes et noirs et puis grimper dans leur hiérarchie au niveau des syndicats, quoi. Bon, c'est une critique un peu acerbe des syndicats, mais pourquoi pas. Après, c'est à eux d'expliquer le pourquoi et le comment. C'est à eux, quand ils sont interpellés, de dire ce qui ne va pas, parce que monter une association dans une entreprise, c'est pas simple, parce que
Parce qu'en fait, les syndicats se disent oui, ces gens-là, bon, ils arrivent, c'est notre boulot après tout de faire ça, et on ne le fait pas. Mais au lieu de discuter avec nous et de savoir ce dont on parle, parce qu'on leur donne des dossiers aussi, où leurs militants ou leurs élus sont impliqués dans des cas de racisme ou de discrimination. Alors en fait, l'idéal, ça serait déjà qu'ils fassent le ménage chez eux. Mais bon, ça, il y a toujours des oui, mais c'est pas possible. Nous, on ne peut pas enfoncer quelqu'un quoi qu'il ait fait. Bon. Et on se retrouve encore dans ces systèmes qui sont dénoncés par... Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Par exemple, dernièrement, ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait la SNCF, parce que de nombreux dossiers sont déposés auprès du défenseur des droits. Je ne dis pas que ça sert vraiment à quelque chose, le défenseur des droits, bon, parce qu'ils ont beaucoup de dossiers. D'accord. Mais en fait, à force d'avoir trop de dossiers, ils parlent, c'est juste un échange qui est fait entre la SNCF et le défenseur des droits. Il n'y a rien qui fuite, il n'y a rien qui... C'est des accords. Et ce qu'ils ont trouvé de mieux dernièrement, c'est de faire rentrer SOS Racisme dans la SNCF. Alors, une entreprise publique qui fait rentrer une association dans... SOS Racisme va vendre de la formation pour la SNCF, donc c'est un marché. Bon, ils ont pris actuellement, c'est celui de la police ferroviaire, où il y a des gros problèmes avec la police ferroviaire. Alors, il suffit qu'il y ait un arabe ou un noir quelque part dans une région de la police ferroviaire, et à chaque fois il y a des problèmes. La police ferroviaire, c'est quelque chose de fermé. Ils ont des mécanismes entre eux qui... Je vais conclure. La conclusion de tout ça, en fait, c'est de dire... Je comprends. C'est dire qu'il y a de l'espoir quand même, parce qu'en fin de compte, il faut dire des choses, il faut débattre avec les gens. Et j'invite aussi les organisations syndicales à prendre conscience que les discriminations et le racisme au travail, ça existe. Et puis, se servir un peu plus des CHSCT. Bon, maintenant, avec le changement qu'il va y avoir au niveau des prud'hommes, ils vont avoir moins de pouvoir au niveau des prud'hommes. Mais bon, espérons que le changement viendra d'ici, d'ailleurs. Voilà, le rendez-vous de septembre, peut-être? Le 21 septembre à 13h, devant le tribunal des prud'hommes de Paris. Et ce que je dis, vous pouvez aussi le retrouver sur... il y a un site, ça s'appelle droitlaDifference.org. C'est notre association. Et vous pouvez retrouver des choses sur la SNCF, sur les Chibénis notamment sur les Chibénis. Voilà, je vous remercie. Continuer, je voudrais appeler un des initiateurs de l'appel de l'autre 8 mai 1945, M. Mohamed Kaki, qui par ailleurs anime l'association Les Oranges à Nanterre. Bonjour. Tout d'abord, merci aux organisateurs, vraiment merci de cette belle rencontre, parce qu'elle nous permet de nous remobiliser, parce que c'est la rencontre qui fait la mobilisation. Et de ce beau titre, Reprenons l'initiative. Ça me rappelle qu'il y a un champ des possibles dans tout ce que j'ai écouté jusqu'à présent. C'est au fond, c'est quoi? C'est ces logiques de violence, ces logiques coloniales. Et il y a un sociologue, un grand sociologue qui nous a quittés et qui disait les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. C'est Pierre Bourdieu, bien évidemment, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que le combat, il existe et qu'on peut toujours se battre à condition de créer des alliances, comme l'en dit quelqu'un ici, et ça me semble important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, je vais reprendre le premier intervenant, qui a parlé de la question des mots. La bataille des mots me semble important. Par exemple, il ne faut pas laisser les autres nous qualifier comme eux, ils veulent nous qualifier. Moi, je refuse qu'on nous appelle les issus de l'immigration.
Parce que les issues de l'immigration, eh bien, ça peut faire référence à voies sans issue. Et donc, je préfère le mot héritier. Héritier de l'immigration coloniale, parce que dans héritier, il y a le mot héritage. Et oui, nous avons un héritage, et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans cet héritage qui est lointain, qui va effectivement de l'histoire coloniale, de toute la violence et les logiques de la violence coloniale qu'ont subi nos parents et nos grands-parents, pour, je dirais, en passant par le 8 mai 45, Farid parlait tout à l'heure, effectivement, je suis Mamet Kaki, donc on a initié cet appel pour le 8 mai 45, pour la reconnaissance de l'autre 8 mai 45. Et ce que je veux dire, c'est que cette histoire aussi qu'on inscrit, il ne faut pas attendre simplement des princes qui nous donnent des choses. Eh bien, c'est à nous d'écrire l'histoire. Et l'histoire, on l'écrit dans l'espace public. C'est-à-dire que hier, ce qui s'est passé dans toute la France, un certain nombre de rassemblements à Paris, en banlieue et même en province, eh bien, on a, je dirais, on a créé de l'histoire. Et du coup, on l'a écrit tout simplement par la symbolique de notre positionnement. Et ça me semble important de se prendre en charge aussi, à condition, et Saïd Bouamama l'a dit aussi tout à l'heure, de créer à la fois, tenir les deux bouts, à la fois créer de l'auto-organisation et en même temps des alliances avec un certain nombre de gens qui convergent avec nous sur les luttes sociales, sur ce qu'on appelle entre guillemets les progressistes, mais je crois qu'ils existent encore, j'espère. Eh bien ça me semble important pour à la fois parler des contradictions, bien sûr, parce qu'il y en a dans le mouvement ouvrier, et il faut qu'on arrive en parlant, en discutant, en travaillant, ça me semble important. Alors, pour faire très vite, parce que je sais qu'on a très peu de temps, pour revenir, puisqu'on m'a invité aussi pour parler de ce 8 mai. Donc c'est un long processus qui s'est passé de la même manière que le processus de la violence raciale, de la violence raciste, de la violence d'État que nous subissons tous, à la fois du point de vue social, mais du point de vue aussi de la qualification ethnique. Et à propos de cette qualification ethnique, elle ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je vais vous dire, moi j'ai une date en tête, 1983. En 1983, eh bien, oui, il y avait une grève des ouvriers algériens à l'époque, vous vous en souvenez? Une grève sociale, une grève sous la houlette de la CGT. Ils avaient tous, les mecs, un bandeau CGT. Et que s'est-il passé? La télévision est allée voir et effectivement on a vu que c'était pas tout à fait des gens comme ceux qu'on attendait avant, c'est-à-dire des Bernard, des Roger, etc. Ben non, c'est des tronches un peu bizarres, Mustapha, etc. On s'est dit mais c'est bizarre, ça ne peut pas être eux. Et le Premier ministre de la France, Pierre Mauroy, dans les colonnes du Monde, un journal dit de référence, a dit ceci: ces gens-là n'ont rien à voir avec les réalités sociales françaises, ce sont des gens qui sont manipulés par l'islamisme international. Alors voilà la question du déplacement de la question sociale à la question ethnique, à la question culturelle. Voilà ce qu'on appelle l'ethnicisation des rapports sociaux. Oui, c'est le Premier ministre de la France, un type autorisé à prendre la parole. Eh bien voilà comment on a mis en place le processus de l'islamophobie, du racisme d'État et de
pour nous diviser et la culturalisation des rapports sociaux. C'est dans ce cadre-là, après on aura beau jeu de dire Sarkozy, oui bien sûr, il a mis en place une violence d'État inouïe dans tout son quinquennat, bien sûr, mais il nous faut réfléchir sur l'avant. Alors pour question simplement de l'avenir, moi ce que je vois simplement, c'est tenir les deux bouts. À la fois, il nous faut une alliance avec les chercheurs en sciences sociales, oui, c'est très important. Parce qu'il nous faut conceptualiser, il nous faut prendre du recul, il nous faut réfléchir sur la nouvelle manière d'agir, parce qu'ils nous sont utiles, les chercheurs, il ne faut pas les dénigrer. En même temps, il nous faut aussi une autre alliance avec le terrain, avec les quartiers populaires, qu'il ne faut pas lâcher. Je crois qu'il faut travailler avec le terrain, et notre histoire, elle est importante. Et aussi travailler avec les artistes. C'est ce qu'on a fait nous dans l'association Les Oranges. On a créé par exemple une pièce de théâtre qui s'appelait La pomme et le couteau, qui raconte l'histoire du 17 octobre 1961, et c'était la première. Et je finirai simplement sur une chose. Vous savez, la mémoire et l'histoire, elle est inscrite dans notre corps et dans notre tête. Et moi, je me souviens d'une chose très importante. Quand j'étais au CP, à l'époque, j'étais tout petit, et j'avais un ancien d'Algérie, et ce monsieur, qui était un autre instituteur, il nous disait ceci: avec les Arabes, il n'y a que le bâton qui marche. Eh bien, je peux vous dire que cette phrase-là résonne toujours dans ma tête, et que c'est cette phrase-là qui me mobilise pour comprendre cette violence d'État, comment un instituteur peut sortir de sa bouche cette ignominie. Et je vous remercie. Merci Mamed. Jocelyne de l'Union nationale juive pour la paix, française juive pour la paix. Oui, ben mon prédécesseur parlait justement de 1980, il y a une trentaine d'années, un peu plus. Et je crois qu'effectivement, on peut revenir, il y a une trentaine d'années, c'est l'effondrement du bloc soviétique. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à sortir des choses qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ne sont pas nouvelles. Ça commence à sortir des théories selon laquelle on est en train de s'orienter vers un choc des civilisations. Elles ont été mises ensuite par écrit par un Américain, Samuel Huntington. Donc on va inévitablement vers un choc des civilisations, et plus particulièrement entre deux civilisations totalement irréductibles. La civilisation de l'Occident chrétien, mais qui n'est pas encore judéo à l'époque, et l'islam, qui voudrait détruire cette civilisation, porteuse, bien sûr, des valeurs de liberté démocratique et universelle. Autrement dit, fini la politique, il n'y a plus de politique, l'économique, le social, plus de violence coloniale et néocoloniale, plus d'oppression, tout est culturel et religieux. Et au point nodal de ce choc des civilisations, il y a Israël et la Palestine. Et Israël, qui est présenté avant même qu'il ait été, avant même sa création, a été présenté comme le rempart de l'Occident contre la barbarie. La barbarie Et ce choc, ce scénario, il a été consciencieusement construit, pièce après pièce, consciencieusement mis en scène et mis en œuvre. Et on ne va pas rappeler toutes les pièces, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes quand même à se rappeler. L'intervention en Irak, la toute première, où on a un peu, où Saddam Hussein plus ou moins manipulé, encouragé, a été envahir le Koweït. L'élection de Bush et le World Trade Center en 2001. Et puis tout ce qui en a découlé. Les guerres, les alliés d'hier, les Ben Laden et consorts qui deviennent des ennemis. La montée du djihadisme et les guerres impérialistes et coloniales qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça qui a suivi. Bref, qu'est-ce qu'on nous a vendu et qu'est-ce qu'on continue à nous vendre? Une population de musulmans qui sont présentés comme étant inassimilables aux valeurs
antagonique à celle de la civilisation, avec des hommes qui sont des terroristes, violents, qui oppriment leurs femmes, qui les obligent à voiler, entre autres. Alors bien sûr, ces femmes, l'homme chrétien secondé par la femme occidentale, ben, il faut la libérer, parce que bien sûr, elle ne peut pas se libérer toute seule. Et tout ça dans une civilisation qui est devenue judéo-chrétienne, entre-temps. Parce que le pendant de l'islamophobie, de l'anti-musulman, ben, le pendant, c'est la mise en avant des juifs. L'ennemi qui était l'ennemi intérieur d'hier, mais qu'on a branchi après le génocide. D'ailleurs, au passage, il y a un génocide qui s'est produit exactement en même temps, et dont on parle fort peu, qui est le génocide des Roms. Et celui-là, il passe aux oubliettes de l'histoire. Et donc ces juifs sont assimilés à Israël. Donc du coup, les juifs et les musulmans ont désormais aujourd'hui des rôles bien assignés. Les premiers représentent le mal. C'est des terroristes en puissance, ils sont dangereux, ils sont opposés aux valeurs d'égalité, laïcité, démocratie. Et puis de l'autre côté, ils sont du côté du bien, du côté de l'Occident, ils sont tous supposés soutenir inconditionnellement, bien sûr, la politique israélienne. Ils sont sionistes, bien entendu, puisque c'est à leur nom, et que Israël, c'est ce que dit Israël, qu'on massacre et on expulse les Palestiniens. Et ce qu'il y en a en œuvre là, ce sont deux essentialisations là aussi, qui visent à diviser et à monter l'une contre l'autre des catégories de la population. On l'a déjà vu, ça s'est déjà fait à plusieurs reprises, et dernier exemple en date, c'est comment le colonialisme français a monté Hutu et Tutsi au Rwanda, et on sait ce que ça donne comme résultat. Donc d'un côté, on a le bouc émissaire, et puis de l'autre, on a le bélier. On met bien en avant et dont on se sert pour cogner ce fameux bouc. Alors bien sûr, il faut protéger le bélier, parce que c'est reconnaître quand il est victime, parce que sinon, il ne va pas apprécier, il va se révolter, et pire, il risque de s'allier au bouc. Puis de l'autre, on le désigne, c'est l'ennemi. Donc, c'est une nouvelle antisémite, et on le matraque. Quand il y a eu les manifestations de Gaza, il y a eu le soutien à Gaza à l'été 2014, il y a eu une intervention de Manuel Valls qui depuis est introuvable, en tout cas moi je ne l'ai pas retrouvé sur les sites divers et variés, où il expliquait qu'on assiste aujourd'hui à un nouvel antisémitisme, et cet antisémitisme c'est celui des jeunes des banlieues. Donc l'ennemi, c'est clair, il est désigné. Et on oublie au passage que la France, la société française de souche, si je puis dire, son vieux antisémitisme est toujours présent, il était là. Et il n'y a aucune réaction, ou quasiment aucune, aux actes islamophobes et racistes. Pas de réaction, quasiment pas, quand on entend des propos violemment islamophobes comme Zemmour, quoique lui il a été tellement loin qu'il y a eu quelques réactions. On voit des affiches dans le métro de journaux qui montrent cet islam sans gêne, qui s'étale. Et quand le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, vient afficher une campagne nous aussi nous sommes d'ici, et nous aussi nous sommes la France, et bien cette campagne, elle est retirée, elle est interdite, parce que ça peut provoquer. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui soutiennent qu'on connaît bien, hein, Targuieff, Finkielkraut, Forest, etc., qui peuvent dire les pires saloperies, ils ne sont jamais poursuivis, ils ont le droit de parler. Et puis il y a quand même aussi, il faut le signaler et le dire, le CRIF, Conseil qui est soi-disant représentatif des institutions juives de France, qui assimile toute critique d'Israël et du sionisme à de l'antisémitisme, et qui, par la voix de son président, a même été jusqu'à trouver Marine Le Pen irréprochable. Il n'hésite pas d'ailleurs, le même CRIF, à dire que la résistance palestinienne est alliée à Daesh, et les antisémites, c'est tous ceux qui soutiennent les Palestiniens, et plus singulièrement les musulmans. Et l'État français, qu'est-ce qu'il fait dans l'Est? Il aligne les mesures et les lois islamophobes. Le gouvernement actuel justifie qu'on mette un enfant de 8 ans
et qu'on fasse comparaître dans un commissariat. Il ne dit rien quand des jeunes filles, ou carrément il justifie quand des jeunes filles sont exclues de leur lycée, car leur jupe est trop longue ou leur bandana trop large, quand elles sont supposées être musulmanes. Il accepte que des mères soient humiliées, car comme elles portent un foulard, elles ne peuvent pas, elles sont exclues des sorties scolaires, souvent devant leurs enfants, qui subissent là une violence tout à fait innommable. Ferme soutien d'Israël, il interdit les manifestations de soutien à Gaza, il accepte que des représentants de l'armée israélienne viennent recruter, y compris dans des synagogues, pour de soi-disant soldats franco-israéliens. Quant à son délégué interministériel, chargé de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il refuse le terme islamophobie, il dénonce le communautarisme des antiracistes et il assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Bref, on a une vraie machine à fabriquer du djihadisme et des luttes entre nous. Et cette double essentialisation a produit ses fruits. Dans les quartiers populaires où vivent dans les mêmes endroits des Français juifs et musulmans qui appartiennent aux catégories populaires défavorisées, qui prennent de plein fouet la crise économique, qui sont héritiers, pour reprendre le terme, de l'histoire coloniale, postcoloniale, notamment en Afrique postcoloniale, les tensions montent. Et plus généralement, on passe aux actes. À Toulouse ou à Paris, on a des tueurs, des juifs sont assassinés par des tueurs qui se réclament de Daesh ou d'Al-Qaïda, ce qu'il fallait démontrer. Et les juifs ne se sortir ont peur, les musulmans ont peur, et se dressent les uns contre les autres. Ils tournent à le faire. Alors face à ça, face à ce racisme qui nous concerne tous, moi il y a plusieurs choses que je pense qu'il faut dire. Dire d'une part que le racisme, quelle que soit sa face, quel que soit son visage, il soit islamophobe, antisémite, homophobe, négrophobe, il humilie, il blesse, il tue. Il tue des juifs, mais il tue aussi, on le dit moins, en tout cas officiellement, et il faut le dire, des musulmans. Je pense là aux violences policières, à tous ceux qui en sont morts. Il blesse et agresse des Roms, comme les expéditions punitives qui ont été organisées dernièrement. Et donc, face à ce racisme qui a vraiment un seul visage, il faut qu'on dénonce, qu'on démonte l'amalgame, l'instrumentalisation, l'essentialisation qui est faite. Il faut qu'on la démonte devant tout le monde. Il faut qu'on se méfie autant de ceux qui nous détestent que de ceux qui nous aiment un peu trop, pour être honnête. Donc il faut qu'on travaille ensemble, qu'on lutte ensemble, et c'est bien pour ça qu'on fait ce forum et qu'on va travailler là-dessus. Ils ont menti à Baba.